nouveau podcast Océan Sea Live mensuel, qui est différent du Océan Sea Live que vous connaissez, que nous avons inauguré avec monsieur Marc-Henri, qui est un podcast audio, et celui-là, à l'inverse, c'est un podcast, comme vous le voyez, vidéo. Il est plus court, à l'inverse de l'autre qui dure à peu près 2 heures, et on a beaucoup d'invités pour alimenter ce nouveau podcast de l'eau, et puis pas des moindres, puisque c'est généralement des personnes qui comptent dans le monde tout petit, pour le moment, de l'eau. Et à ma droite, bien, j'ai monsieur Yann Olivo, l'auteur, oui, il est avec moi, l'auteur de La nature de l'eau. Un bouquin magnifiquement complet, un des seuls qui existe en son genre. Yann, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, c'est vrai qu'il est un peu tard sur Rennes, on est donc chez toi. Merci de me recevoir chez toi. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Et oui, nous avons 2 autres amis qui attendent patiemment quelque part en France ou en Europe. Je ne sais pas où ils sont, c'est la magie de la technologie. On va aller déjà là où il fait très très froid généralement, du côté de Strasbourg, où nous avons notre bien nommé... Notre bien nommé Marc-Henri. Bonjour Marc, comment ça va? Oui, bonjour Yann, bonjour Rodolphe, tout va bien. Hello. Il fait pas froid. Il fait pas froid? Non. Ah, il pleut, c'est vrai. D'accord. Il fait pas froid. Il fait quelle température à peu près là-bas? 12 degrés. 12 degrés? Oui. Oh bah, dis-moi, dis donc, c'est assez exceptionnel à Strasbourg. Hein. Je sais pas. Ben, en même temps, Changement c'est climatique. exactement, changement climatique oblige. Hein. Et quelle est cette voix soudaine qui vient de nous arriver, hein? Une voix d'Italie. Ah, d'accord, donc tu as déjà des informations que je n'avais pas. Monsieur Maxence Laillé, l'auteur de, entre autres, parce que c'est quelqu'un de très prolifique, comme on l'a pu voir dans sa présentation, du sérum Quinton, le sérum de la vie, c'est le titre exact. Bonjour Maxence, comment vas-tu? Salut Rodolphe, salut Yann, salut Marc. Ouais, salut Maxence. Salut Maxence. Alors, tu t'étais où en ce moment là? Là, je suis en Italie, je suis en reportage. Voilà. Oh, On fait un petit tour du côté de Turin, du côté de Bologne. Et voilà, donc là, je me suis posé quelque part où il y avait du Wi-Fi pour pouvoir participer à l'émission. ah d'accord. Donc on te sent dans un tout petit local, vraiment dans l'inconfort d'un journaliste qui est en investigation là. Hein. Exactement. Et il faut savoir, il faut avoir des moments de ressourcement. Le fait de boire de l'eau empêche-t-il la déshydratation? C'est ça la question de fond d'aujourd'hui. Et c'est celle-ci qui a provoqué le buzz sur Internet et qui a fait que tu nous as proposé d'essayer de répondre à cette angoissante question où, semble-t-il, la réponse des institutions européennes, parce que ce n'était pas le Parlement, c'est d'autres institutions, a été non. Le fait de boire de l'eau n'empêche pas la déshydratation. Marc-Henri, Marc, s'il te plaît. Oui, je suis là. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une longue histoire, oui. Oui. La communauté médicale est divisée en 2 camps. Ceux, effectivement, qui constatent que si on boit de l'eau, c'est pas pour ça qu'on est bien hydraté. Et ceux qui préconisent, au contraire, de boire, en général, entre 2 à 3 litres d'eau par jour pour s'hydrater. Donc, les 2 types de communautés médicales ont chacun leurs arguments. Et visiblement, ça s'est venu jusqu'à l'Europe, et l'Europe a décidé de prendre position, je ne sais pas, parce que j'ai pas regardé en détail. Moi, j'ai juste eu des mails qui me sont arrivés. Il faudrait reprendre en détail le texte pour voir exactement quelle est la conclusion qui est tirée. Mais disons que grosso modo, sur un plan biologique, il y a 2 théories qui s'affrontent. Donc, la théorie de l'hydratation par la boisson. Donc le fait de boire change l'équilibre osmotique des fluides corporels et permet donc ensuite de faire des mouvements d'eau dans la cellule, suite au transfert au mouvement d'ion et au changement de concentration. Et la théorie concurrente qui est que l'eau intracellulaire ne vient pas du tout de la boisson, mais du métabolisme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de réactions chimiques dans le corps humain qui génèrent de l'eau.
Et cette eau, en fait, c'est celle qui sert à hydrater nos cellules. Donc il y a des pour, il y a des contre. Qu'en pense M. Oliveau, qu'en pense M. Layet, qui eux ont sûrement leur avis sur le sujet. Moi, en tant que scientifique, je peux juste donner les deux interprétations qu'on peut faire de ce phénomène d'hydratation. Alors Yann, Yann, qu'est-ce que Oui. tu as à dire par rapport à ça? Pour préciser, parce que lorsque Marc a commencé à parler de deux catégories médicales, moi, dans mon esprit, ça voulait dire deux discours à peu près opposés sur la quantité d'eau à boire. C'est très précis. Si on veut caricaturer, c'est d'un côté les diététiciens qui ne sont pas médecins, hein, ou les nutritionnistes qui sont médecins, qui ont plutôt tendance à préconiser de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour pour compenser les pertes qui, elles, sont objectivement de cet ordre-là. Et la deuxième catégorie, les urologues qui disent si vous buvez 2 litres d'eau par jour, quotidiennement, vous allez vers l'incontinence. Voilà, c'est à peu près. Et quant à l'autre précision sur l'eau intracellulaire, ce qu'on trouve dans les documents, c'est que cette eau fabriquée par le corps, c'est 10% de l'eau qui est interne, quoi. 50 à 60%, c'est de l'eau de boisson. Voilà. Si je peux me permettre, ce chiffre, je me suis intéressé au problème. On ne sait pas d'où il vient, il n'est pas référencé, il n'est pas documenté. Ah oui, d'accord. Donc oui, je suis d'accord qu'on voit ce chiffre-là, mais moi je connais des médecins qui eux, remettent en cause ce chiffre et disent que 100% de l'eau intracellulaire vient du métabolisme. Ce qui est différent. Mais ça, après, il faudrait qu'on trouve sur quelle étude a été basé ce chiffre de 10%, qui est généralement celui qui est avancé. Maxence? Alors moi, je n'ai pas le même parcours ni le même bagage scientifique que Marc et Yann. Donc en fait, où je peux vous apporter des éclaircissements, c'est sur l'origine de l'affaire. Parce qu'il se trouve, comme le remarque très bien l'article qui a buzzé sur le net, c'est qu'en fait, donc, tout est lié, notamment, il y a eu plusieurs, c'est sorti dans la presse anglo-saxonne, presse allemande, un petit peu dans la française, notamment par le web et par les magazines gratuits, quoi. Tu vois, les blogs et les espaces d'expression militants ou citoyens. Donc en fait, le truc, c'est que c'est un email qui a été émis par Augustin de Livroy, qui est donc de l'Institut pour la protection de la santé naturelle, qui est donc un lobby plutôt comme son nom l'indique, hein, qui est plutôt pour défendre le droit et la connaissance, la reconnaissance des plantes médicinales, d'autres méthodes naturelles comme l'homéopathie ou d'autres méthodes alternatives ou qu'on qualifie dans les médecines douces. Voilà. Donc c'est tout ce qui est dans le champ médecine naturelle. Ça correspond en Allemagne à ce qu'on peut appeler tout ce qui est naturopathie, quoi, ou Heilpraktiker. Donc en fait, il envoie un email où il récapitule qu'il y a une décision de la Commission européenne qui est que une allégation de santé qui avait été réclamée par deux médecins allemands n'a pas été validée par l'EFSA. L'EFSA, c'est l'Agence européenne des aliments, qui est basée en Italie, qui est basée à Parme. Donc il cite deux, trois chiffres un peu forts de café et qui marquent bien, c'est qu'après 3 ans d'enquête, 21 scientifiques réunis à Parme ont conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour affirmer que boire de l'eau prévenait la déshydratation. Donc du coup, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire, je suis allé voir, je savais qu'en termes d'agence européenne, la seule qui est basée en Italie, c'est l'Agence des aliments. Donc c'est l'Agence des aliments qui a émis un avis, en l'occurrence un groupe d'experts de l'Agence des aliments qui a émis un avis sur cette histoire. Et ce qui fait que j'ai pu, vu que je suis un ancien assistant parlementaire, je sais un peu comment fonctionne la boutique au niveau des institutions européennes, donc j'ai pu comme ça aller fureter et me procurer le document qui est public de l'avis de l'EFSA qui date grosso modo de février-mars 2011. Donc en fait, ce qu'on voit, et c'est complètement fou hein, quand on l'a sous les yeux, c'est que la question qui est posée par les deux médecins allemands à l'Agence européenne des aliments, c'est la demande, ils appellent ça une application, la demande, elle est reçue en septembre 2008. Donc c'est en septembre 2008 que les deux médecins en question posent leurs questions, et puis après, pendant quasiment 2 ans et demi, il y a des va-et-vient entre l'EFSA et l'agence sanitaire allemande, ou alors entre l'EFSA et les deux personnes qui ont posé la question, qui ont fait la requête de cette allégation de santé pour l'eau.
Alors, leur réponse, donc, ce qui fait qu'il y a des va-et-vient. Pourquoi? Parce que soit l'EFSA leur demande des précisions complémentaires, soit c'est les demandeurs qui demandent des précisions à l'EFSA. Et comme ça fait des va-et-vient. En 2009, il y en a plusieurs, il y en a une petite série, également en 2010. Et puis finalement, en novembre 2010, l'évaluation scientifique la procédure d'évaluation scientifique commence vraiment. Jusque-là, il y a eu juste des replies et des requests for information. Ça se renvoie juste la balle. Maxence, Donc après, c'est dans leur meeting du 28 janvier 2011 que le panel scientifique des experts scientifiques de l'EFSA sur les compléments alimentaires se sont donc exprimés sur la question et a abouti à ça. Maxence, leur truc, excuse-moi. Leur truc pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, donc premièrement, c'est l'eau en tant que aliment. Donc c'est super intéressant par rapport à des problématiques que je connais qui sont du côté de Yann sur la notion d'eau alimentaire. Donc c'est par rapport à la notion d'eau alimentaire qu'ils estiment que l'eau telle qu'elle est envisagée par les demandeurs est suffisamment caractérisée. En revanche, c'est par rapport à l'aspect, puisque c'est une allégation de santé qui a été demandée, est-ce que les critères ont été satisfaits? Et le critère, c'est que est-ce que l'allégation de santé qui est demandée par les personnes permet de réduire un risque de maladie? Et donc du coup, ils ont demandé, dans les échanges qu'il y a eu entre eux, ça a été, c'est quoi pour vous une maladie par rapport à la déshydratation? Et donc c'est par exemple le fait qu'il y ait moins d'eau dans l'organisme. Et donc ce qui fait que la réponse de l'EFSA pour dire non, ce que vous nous demandez de valider, nous ne sommes pas d'accord et nous disons ça n'est pas exact, c'est le fait de boire de l'eau la déshydratation n'est pas entendue comme une maladie au sens où l'EFSA, dans sa procédure réglementaire ou par rapport aux critères d'évaluation qu'ils utilisent, le reconnaissent. Essayer en tout cas puisque visiblement quand on entendait Marc, il y avait deux théories qui s'affrontaient, donc on va pas trancher aujourd'hui, si j'ai bien compris, Marc. Juste pour filer des billes par rapport à ça, donc en fait, il y a deux choses qui étaient prises en compte. C'est premièrement, c'est quoi l'eau pour vous? C'était la question que vous avez posée aux demandeurs. Et deuxièmement, quid de l'aspect sels minéraux, quoi. C'est-à-dire par rapport aux éléments en suspension dans l'eau. Donc on est vraiment sur la notion de l'eau alimentaire, et c'est dans ce contexte-là que l'évaluation de l'allégation qui était en évaluation s'est faite. Alors si là c'est très bien là, l'eau. Oui, Marc. Oui, je peux intervenir un petit peu parce que bon, je veux dire, moi là je suis pas scientifique, simplement en tant que spectateur, on voit tous ces publicités qui vantent les bienfaits de l'eau pour... on ne citera pas les marques, hein, mais non. On voit clairement que les fabricants d'eau en bouteille allègent, font des allégations sur la santé. Donc c'est peut-être lié à ça aussi. Il paraît que oui, ouais. Il paraît que oui. Ouais. Ben oui, c'est ce que... Bon. On ne peut pas éviter cette publicité qui dit si vous voulez rester mince, buvez de l'eau. Enfin bref. Ouais. Il y a tout un discours qui, effectivement, moi en tant que scientifique, j'aimerais bien qu'on ait des données claires là-dessus, et on n'en a pas. C'est-à-dire, est-ce que vraiment le fait de boire de l'eau, comme on le voit dans la publicité, va faire qu'on va être en bonne santé, qu'on va maigrir et tout. Source de jeunesse. Voilà, qu'on va rajeunir. Il y a clairement un discours, et c'est très bien que l'Europe mette un peu son nez là-dedans. Bon. Marc, Yann? Oui, moi je voulais dire que j'ai une lecture un petit peu différente de la vôtre en me basant sur le texte de Augustin de Livois. Je n'oublie pas que dans la question tournant autour de l'eau, il y a d'énormes enjeux économiques derrière qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et si je lis le texte d'Augustin de Livois, est-ce que c'est son interprétation ou est-ce que... Tu pourrais rappeler qui est Augustin de Livois? L'auteur du texte, donc, pour Bruxelles, l'eau n'empêche pas la déshydratation. D'accord. Voilà, et il dit en substance, deux docteurs allemands, Andreas Hahn et Moritz Hagenmeyer, vous pardonnerez l'accent breton, ont demandé à la Commission européenne s'il était permis d'indiquer sur les bouteilles d'eau que la consommation régulière de quantités significatives d'eau peut réduire le risque de survenue d'une déshydratation ou d'une baisse concomitante de performance. Ouf. Mais ce que je note, moi, c'est que derrière ça, il y a la bataille économique. Oui, c'est bien l'eau en bouteille qui est
concernée. Voilà, c'est l'eau en bouteille qui est concernée et on retrouve la très classique guerre économique entre l'eau du réseau versus bouteille. Alors- La controverse sur les minéraux assimilables. Absolument. Ouais. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que l'eau du réseau? C'est, on va dire, l'eau du robinet, C'est l'eau du robinet, oui. dit bien plus sûr. simplement. Hein, ok. Donc justement, Maxence, par rapport à ce qui a été dit là, entre Marc et Yann, les lobbies, est-ce que tu crois que c'est une pression d'un lobby particulier, peut-être un lobby, parce qu'il y a des lobbies qui travaillent au Parlement européen. Oui, au Parlement ou dans les... Grosso modo, les lobbies noyautent l'évaluation et les propositions qui sont faites au sein de l'ensemble des institutions européennes. Voilà, c'est clair, c'est net. C'est pour ça que tu as plein d'ONG qui font, par exemple, une cartographie des lobbies qui existent. Des ONG, elles sont 4, 5, 6, quoi, des ONG spécialisées, soit par pays, soit par thématique, qui font une cartographie, font des communiqués, dénoncent les conflits d'intérêts, participent bien entendu à des appels à expression publique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la commission va lancer une évaluation et donc ils demandent des prises de position de personnes. Donc il y a des représentants d'entreprises qui s'expriment, donc des lobbies industriels, et on a des représentants citoyens, donc des lobbies associatifs ou citoyens qui s'expriment. Il y a certains lobbies associatifs qui sont en fait indirectement financés à 90% par exemple par des industriels. Donc il y a beaucoup de faunées comme ça, et c'est vraiment une espèce d'une intelligence économique, une guerre soft qui se déroule en termes de lutte d'influence à l'échelle de Bruxelles. Pour en revenir à ce qui s'est passé sur ce texte-là, déjà ce qu'on voit, c'est que c'est deux Allemands qui bossent dans le milieu, ou en tout cas qui ont des intérêts liés à l'eau en bouteille, qui ont fait la demande d'évaluation de cette allégation. Donc c'est eux qui sont à l'origine de la demande. Ça, c'est un premier niveau. Deuxièmement, c'est effectivement dans un contexte d'utilisation eau en bouteille. Et tertio, après, effectivement, ce qui s'est passé, le fameux calendrier que je vous évoquais, c'est-à-dire que ça débute, la demande, elle a été déposée en septembre 2008, et c'est en janvier 2011 qu'elle est finalement qu'elle est en discussion véritable avec une décision qui est prise. Ça illustre une dérive qui n'est même pas administrative, mais qui est bureaucratique de fonctionnement par rapport à des instances qui font de la réunionnite ou qui fonctionnent avec, c'est de l'armée espagnole ou c'est de l'armée européenne, avec donc comme ça des quantités et des quantités de personnes qui essayent de se réunir, parce que de toute façon, il faut bien convenir que c'est très lourd. En général, c'est au moins 20 personnes qui vont se réunir, donc pour trouver des dates communes en termes de calendrier. Donc ça veut dire que les agendas sont fixés avec un an et demi à l'avance pour qu'il n'y ait pas de problème. Et en plus, il faut que chaque pays doit être représenté. Donc ce qui fait qu'il y a en général un expert nommé par pays, de façon à ce qu'on froisse les susceptibilités de personnes. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc tout ça fabrique ce qu'on appelle la technocratie. Et ce qui est particulier à l'EFSA, c'est que l'EFSA, qui plus est, premièrement, son expertise est mise en cause, mais largement mise en cause, sur la problématique des OGM. Parce que c'est l'EFSA qui, à l'échelle européenne, est à l'origine des recommandations favorables à l'autorisation d'OGM, d'aliments incluant des OGM. Donc d'organismes génétiquement modifiés à visée alimentaire. C'est eux qui ont donné c'est les experts, c'est les panels d'experts membres de l'EFSA qui ont donc élaboré un avis qui était favorable à une autorisation de mise sur le marché de ce type de produit. L'EFSA relayant son avis, donc l'EFSA propose, et c'est la commission qui dispose et qui dit oui ou non, qui valide ou pas l'avis de l'EFSA. Donc en général, la commission a toujours tendance à valider l'avis des agences, puisque la commission a délégué aux agences l'expertise sur différents dossiers, que ce soit la sécurité au travail ou la régulation des bateaux de pêche, etc. etc. Vous voyez. Donc, l'EFSA est vraiment, et c'est sans doute l'agence qui est la plus noyautée par les conflits d'intérêts avec l'industrie. Il y a eu beaucoup d'affaires en 2010-2011 là-dessus, où on a appris par exemple que la présidente de l'EFSA, elle était membre d'un comité scientifique de l'ONG, du plus grand lobby au niveau international, qui représente les intérêts des semenciers qui font des OGM. Donc c'est Beauvais qui avait dénoncé ça. Il a demandé la démission de la présidente. Elle n'a même pas démissionné. C'est lui qui a levé le lièvre et elle a changé sa déclaration d'intérêt. Ce n'était pas notifié sur cette déclaration d'intérêt qui était publiée sur le site de l'EFSA. Elle a mis à jour son truc une demi-heure dans la conférence de presse de Beauvais en septembre 2010. Voilà. Donc et en 2011, il y a encore eu d'autres affaires qui ont éclaté sur la question, en tout cas d'autres anomalies qui ont été mises en évidence sur la façon dont l'EFSA
l'expertise de l'EFSA en matière d'OGM, il y a vraiment un problème dans la façon dont c'est fait. Donc, premièrement, parce qu'il y a le problème de conflit d'intérêts, et l'autre aspect, c'est parce que donc, ils ont une vision scientiste, c'est-à-dire qu'ils sont scientistes réductionnistes. Ils n'ont pas forcément une approche physiologiste ou fondée sur du bon sens, en tout cas sur, par exemple, des bonnes pratiques. Il y a d'abord une évaluation qui va être d'ordre moléculaire. On est vraiment dans le scientiste réductionniste pur et dur. Bah oui, là, il y a un souci, ouais. Vas-y, Marc. Je suis en train de regarder ça, pas pour l'eau ni pour tout ça, mais pour l'aspartame, par exemple. Exactement, ouais. Ils ont émis des avis où visiblement, on voit qu'il y a des conflits d'intérêts énormes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas objectifs. Voilà. C'est-à-dire c'est sur des bases d'arguments scientifiques ou scientifiques durs qu'ils écartent une partie de la littérature scientifique. Donc comme il y a une partie de la littérature scientifique qui est écartée, excuse-moi de t'avoir coupé, hein, Marc. Oui, mais ils écartent ce qui est gênant. Exactement, voilà. En mettant que c'est scientifique d'ailleurs. Non, normalement, c'est pas comme ça qu'on comprend, mais c'est compréhensible. Non, ce que j'ai l'impression, à vous entendre tous les deux, ça serait que, en fait, ils mettent scientifique, enfin, ils utilisent des informations scientifiques qui vont dans leur sens. Exactement. Voilà, et ceux qui n'iraient pas dans leur... Mais bon, c'est assez commun dans... Tous les industriels font ça. Oui, c'est ça, ouais. Quand on vend un produit, c'est la première chose qu'on fait. On pioche dans la science qui est bon, et puis on évite de parler de ce qui est le point. Alors, maintenant qu'on a... Oui, Maxence. C'est ça qu'évoque Augustin Dolivois dans son email. C'est la façon dont ça illustre une forme de dérive dans l'évaluation des choses qui est sans doute symptomatique ou révélatrice d'une façon de pratiquer l'expertise qu'on peut envisager comme étant dévoyée. chacun. Le problème de la gestion de l'eau par l'organisme est extrêmement complexe. Et on n'est pas égaux dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter de façon absolument générale que boire de l'eau va lutter contre la déshydratation. Puisqu'on a tous un métabolisme, des façons de vivre qui sont différentes. Donc il n'y a aucune raison qu'on gère tous l'eau de la même façon, de façon individuelle. Mmh. Je peux prendre mon exemple, moi je bois de l'eau osmosée, et... Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'eau osmosée, s'il te plaît, Marc ? De l'eau du robinet, parce que je ne suis pas favorable aux eaux en bouteille pour des raisons de transport et d'emballage. Enfin, bref, je suis adepte de l'eau du robinet simplement pour éviter tous les problèmes liés au chlore et
aux résidus de pesticides et médicaments, je la fais passer sur une membrane qui s'appelle une membrane d'osmose inverse pour recueillir de l'eau pure à une minéralisation qui est entre 5 et 15 mg litre. Donc une eau qui est d'une pureté relativement grande. Et je bois cette eau. Et comme on me dit qu'il faut boire 1,5 litre à 2 litres par jour, consciencieusement je le fais. Et puis ce que je vois, c'est que je vais aux toilettes toutes les demi-heures. Donc, clairement, si je bois pas d'eau, je vais pas aux toilettes. Oui, mais excuse-moi, là, je comprends pas quel est le lien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, qu'est-ce que ça valide? 1,5 litre d'eau dans la journée. Ouais. Je peux, avec 1 ou 2 verres d'eau, aller aux toilettes, disons, tous les 3-4 heures, voire tous les 5 heures. Donc, si je te comprends bien, Si je prends c'est que ça hydrate ton corps, c'est ça? Toutes les demi-heures, je suis aux toilettes. Ouais. Ça veut dire que ça hydrate ton corps. Oui. Je sais pas. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que ça me fait rien. Ah. C'est-à-dire que l'eau passe dans mon organisme et elle ressort par la vessie. Ouais. C'est l'impression que ça donne. Et c'est un discours que tiendra des urologues. Si on boit trop d'eau, ça sert à rien. Yann? Alors, moi, je Ce vais... n'est que mon cas. C'est à chacun de voir quel est l'effet que ça lui fait. Je suis sûr qu'il y a des gens qui boiront 2 litres d'eau et qui n'auront pas cet effet-là. Avant qu'Yann ne réagisse à ça, en tout cas, c'est une information que je trouve intéressante juste de souligner pour les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle générale, et que, en suivant ce que dit Marc, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de règle générale, et faites le test vous-même. Voilà. Yann? Oui, c'est capital, et pour compléter ce que dit Marc, n'oublions jamais qu'en biologie, c'est une grave erreur de ne raisonner qu'en termes génériques. Le cheval est comme ça, il a telle caractéristique. Oui, mais il y a des races de chevaux. Le chien est comme ça, oui, mais il y a des races de chiens avec des caractéristiques très différentes, des physiologies très très différentes. N'oublions jamais la variabilité individuelle, parce que là, on peut être à l'origine de graves erreurs. Alors, ce que je compléterai par ça, c'est des remarques entendues en conférence pour moi, qui m'ont beaucoup intéressé. Des gens qui indiquaient que uniquement sur l'aspect quantitatif, de boire de boire les 1,5 litre d'eau en compensation des 1,5 litre à plutôt 2 litres que l'on perd. Des gens qui disaient, moi ça me va très bien, et je me sens mieux, je me sens plus alerte, je me sens plus vif, bref, ça me fait du bien, et c'est agréable. D'autres qui m'ont dit, oui, j'ai eu ça à un moment de ma vie, c'était bien, si je buvais 1,5 litre d'eau, et puis j'ai arrêté, maintenant je ne consomme quasiment plus d'eau en dehors de celle qu'il y a dans mes aliments, voilà, et je m'en porte mieux aujourd'hui en faisant comme ça. J'ai même entendu un ami qui m'a dit, ah ben moi c'est différent, quand je bois de l'eau, j'ai une sensation bizarre, j'ai l'impression que je vais me noyer. Bon, voilà. Donc, je me dis, effectivement, on a des ressentis différents, on a un métabolisme différent, on a une typologie différente, voilà, et il faut en tenir compte. Je rajouterai une petite chose, pour moi, quand on boit de l'eau, on ne boit pas simplement de la matière. On boit je ne rentrerai pas dans les détails, mais on boit du symbolique et on boit de l'imaginaire aussi. Sur ce que nous fait l'eau, voilà. Et ça, l'aspect culturel compte. Dernière chose que je voulais on boit juste... de l'information aussi. Et on boit de l'information. Merci Maxence. Et ça sera l'occasion pour un autre podcast. Voilà. L'eau et l'information, on va pas le mettre pour celui-là. On en parlera une prochaine fois, ouais. Parce que voilà. Là, on va compliquer un peu trop les... Mais dans la méthodologie des questions, on retrouve bien derrière le boire de l'eau. Alors, deux petites choses très rapidement. Pour moi, je parle de l'eau alimentaire qui recouvre l'eau de boisson, celle qu'on boit, à l'exclusion des tisanes, du café, c'est que l'eau, l'eau de boisson. L'eau de cuisson, celle qu'on utilise pour faire des pâtes ou pour faire du café. Et l'eau intra-alimentaire, celle qu'on va trouver à l'intérieur des fruits, des légumes ou de la viande. Et quand on parle aussi du boire, on a souvent un mélange de quantitatif et de qualitatif.
Est-ce qu'on parle de la quantité d'eau qui serait souhaitable de boire? Et là, Marc nous a dit, bah, il y a effectivement deux écoles. Celles qui disent il faut compenser les 2 litres d'eau que l'on perd tous les jours par 2 litres d'eau ingérée. Et d'autres qui nous disent non, non, on trouve tout ça à l'intérieur des aliments. Et donc, on n'a pas besoin de cette quantité d'eau. Voilà. Moi, j'ai une question en écoutant Yann, Marc. Comment se fait-il? Moi, je trouve ça quand même très étrange. C'est comment se fait-il comment se fait-il que dans la société dans laquelle on vit, qui est quand même très basée sur la santé, surtout par exemple dans un pays comme la France, hein, on est très très fiers de nos médecins. C'est une de nos plus grandes fiertés, c'est la cuisine, les médecins entre autres. Euh, qui est Encore. et le French Cancan, voilà. Qu'il n'y ait pas justement d'études sérieuses, parce que ce qui est quand même impressionnant, c'est-à-dire que tu es en train de nous dire, tu nous as dit là, et puis en écoutant Yann, on est encore dans des suppositions par rapport à l'eau. Et comment se fait-il que on travaille, il n'y a pas eu un travail sérieux, ou alors à la limite il y en a déjà eu un. Là, monsieur Forgier, vous oubliez une chose, c'est Ah. que l'eau est quelque chose de très complexe. C'est bien parce que l'eau est une substance extraordinairement complexe et que le problème est imbriqué à tous les niveaux qu'on ne peut pas avoir d'études sérieuses, parce que faire une étude sérieuse en science, ça veut dire fixer tous les paramètres sauf un. Il y a tellement de paramètres dans l'eau, et en plus des paramètres qui sont cachés souvent, qu'on arrive finalement, on pense avoir tout fixé et ne faire varier qu'un paramètre, alors qu'on fait varier d'autres paramètres sans le savoir. Et c'est pour ça que ça perturbe complètement les résultats. Mais là, vous me tendez une perche fantastique, monsieur Henry. C'est-à-dire Oui, que bah, si l'eau... Allez-y, saisissez là. Mais une perche d'eau, bien sûr. Une perche au sens poisson. Hein. Si l'eau est si complexe, comment se fait-il que ça soit pas que ça soit si peu connu par les médecins, par les scientifiques eux-mêmes, enfin que ça soit pas un intérêt majeur d'étudier l'eau. Je crois pas que par exemple il y ait des prix Nobel. Disons que Ah bah vous êtes là pour nous. minorité de médecins qui s'intéressent de très près au problème. Ils sont une minorité. Mhm. Il n'y a pas non plus, il y a quand même des gens qui s'y intéressent. Simplement, ils sont une minorité, alors que la majorité pense que l'eau, ma foi, elle est là, de toute façon, en effet d'eau, c'est pas quelque chose de très important, et on peut dire que si un poisson qui vit dans l'eau, il n'a pas besoin de savoir ce que c'est que l'eau. Pour lui, c'est des choses qui est naturelle. Mhm. Donc c'est peut-être parce que c'est un fluide qui nous constitue, on est fait à 70% en masse d'eau et à 99% en nombre de molécules, que finalement cette chose-là passe à l'arrière-plan, parce que c'est tellement banal qu'on n'en a pas conscience. Mais je rebondis encore sur quelque chose que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que en fait, parce que je reviens sur le thème, c'est-à-dire par rapport à l'hydratation, mais est-ce que finalement on est des êtres hydratés déjà? Ben oui. Donc comment peut-on parler de Hydrique. déshydratation? Comment? Des êtres hydriques. On est des êtres donc hydriques. 99% en nombre de molécules, ce qui pourrait rejoindre d'ailleurs ce que tu dis par rapport à quand tu bois de l'eau et que tu vas aux toilettes, et que nous pouvons tous faire l'expérience d'ailleurs. C'est vrai que moi c'est pareil, hein, je bois beaucoup d'eau. Je sais pas Maxence si tu as déjà fait l'expérience de boire aussi beaucoup d'eau et que... Alors il faut que je donne comment je fais, parce que ça dépend aussi de la façon dont on boit l'eau. Ah. C'est-à-dire que moi je bois l'eau en continu par petites gorgées entre les repas. Mmh. C'est-à-dire toutes les 5-10 minutes, je bois une gorgée d'eau. Mmh. Et sur toute la journée. Oui, donc moi effectivement, lorsque je suis plutôt à boire 1,5 litre par jour, parce que généralement ça m'arrive rarement d'atteindre 2 litres, sauf si je suis mettons dans un régime particulier durant 2 ou 3 semaines, je vais plutôt boire une fois par heure 2 verres. Mmh. Mmh. Donc en gros, de toute façon... Donc en fait, en gros, oui. juste par rapport, il y a une phrase qu'a disait Marc tout à l'heure qui m'a beaucoup plu, c'est celle que le fait que l'eau hydrate ou n'hydrate pas, ça se décrète pas. Et c'est sûr, moi je dirais, ça se pratique en fait. Mmh. Ah, mais je peux même rajouter quelque chose, parce que bon, je suis quand même en contact avec des médecins qui s'intéressent de très près à ce problème de l'hydratation. Et on en est déjà d'abord à chercher quels sont les critères d'une déshydratation. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas aujourd'hui
quand quelqu'un arrive, savoir s'il est déshydraté. C'est quoi les critères? Ouais. C'est-à-dire que les médecins qui sont intéressés par le problème commencent par réfléchir sur quels sont les critères qui permettraient de faire un diagnostic de déshydratation, et on n'en trouve pas. Est-ce qu'on n'a pas des indices avec cet Iranien qui avait écrit un livre justement qui est très connu hein, dans... Batman Gelig. Voilà, merci. Par exemple, un des indices, c'est quand on commence à avoir mal à la tête. Non. Non? Il y a au moins 150 causes de maux de tête. Ah, Même d'accord. la déshydratation. Ou la surhydratation. Les deux donnent des maux de tête. Ouais, ce qu'on appelle des symptômes non spécifiques. Voilà. Et comment on peut... Justement, L'œdème, par exemple, qui est une rétention d'eau, Ouais. Ouais, peut donner des maux de tête terribles. ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que le mal de tête en soi n'est pas un symptôme. Alors, c'est comme toujours. Si on a Oui. mal à la tête, Mm. il faut commencer par boire plus. Mhm. Et si le mal de tête disparaît, c'était peut-être lié à une déshydratation. Et Voilà. Marc, Oui. Yann, est-ce qu'il y a un syndrome de la déshydratation qui a été mis en évidence ou même pas encore pour l'instant? Non, non, je te dis, moi, Non. les médecins Ouais. avec lesquels je travaille, on cherche Mm. désespérément comment, sans ambiguïté, décréter ce monsieur ou cette madame est déshydraté. Voilà. On Yann ne sait pas. Oui, moi j'ai perdu le fil d'eau. C'est sur la déshydratation, n'oublions pas 2003. C'est-à-dire que assez vite, apparemment, physiologiquement, parce que je lis aussi pas mal de choses et j'ai des contacts également, on perd assez vite le réflexe de boire. Les centres d'alerte de la soif, physiologiquement, tombent en panne relativement vite dans notre existence. Donc on n'a pas de... Alors, il faudrait peut-être rajouter également que l'outil que l'on peut avoir, et on en avait parlé avec Marc, mais moi j'attends qu'il y ait des synergies à se créer un jour, et un réel travail en commun, c'est que on a un outil d'évaluation qui est relativement fiable, qui nous est donné par les très rares physiologistes de l'eau en France. Moi, je pense que s'ils sont 3-4, c'est un grand maximum, qui nous disent, voilà, on peut, à l'aide de balances, marchant avec des fréquences, donc on appelle ça de la bioimpédancemétrie, on peut, avec ce genre de balance plurifréquentielle, donc on envoie plusieurs fréquences, on a la masse grasse d'un individu, on a son eau totale, on a son eau extracellulaire, à l'extérieur des cellules, et par calcul, on a l'eau intracellulaire. Et donc on peut très bien imaginer un jour une étude relativement simple, hein, où on a un bilan hydrique précis avec eau intra, eau extracellulaire, pour un individu donné en fonction de son âge, de son sexe, etc., et de son alimentation aussi, et on lui demande de boire telle quantité d'eau ou telle quantité et qualité d'eau, et on peut faire un bilan hydrique une fois par semaine sur une période d'1 mois. Et là, ce sera à mon avis un des moyens que l'on pourra avoir d'y voir plus clair sur les très nombreuses allégations contradictoires autour des quantités et de la qualité d'eau à boire. Oui, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et ce que a expliqué Marc juste avant, c'est vrai qu'on peut d'autant plus ne pas forcément réussir à trouver de critères qui déterminent ce qu'est une déshydratation, qu'en fait, on n'a pas forcément d'éléments de cadrage qui nous permettent d'affirmer c'est quoi une hydratation optimum du corps. On ne sait pas ça, tu vois. On n'a pas d'ordre de grandeur. On n'a pas un ordre de grandeur de référence qui permet du coup, par cascade, d'en déduire quels sont les suivants. Bah, moi, j'ai une autre remarque pour continuer dans ce que tu dis, Maxence, c'est que là, on a eu un exemple, Yann aurait pu aussi dire qu'il fait ça chez lui, hein, une eau du robinet, mais qui est modifiée, hein, osmosée, voilà. Mais là, finalement, nous parlons d'eau non vivante.
C'est d'ailleurs l'une des choses qui est très qui porte à interrogation, puis quand on voit les eaux en bouteille, sur quoi ils font leur publicité, et nous savons que l'eau au griffon de ces eaux, enfin de ces eaux en bouteille n'a pas la même, je dirais Non, pas une la même propriété. action, la même action sur le corps. D'ailleurs, dans certaines sources thermales, il faut absolument un médecin pour éviter de boire trop d'eau. Donc c'est hyper cadré. Et puis ces mêmes eaux en bouteille, là on peut en boire enfin on peut en boire 1,5 litre, 2 litres. Et donc ma question c'est, malgré, donc quand même déjà on a déjà un apport par rapport à ce que nous dit Marc, à ce que nous a dit Marc de son expérience personnelle, mais avec une eau du robinet qui n'est plus vivante à la base, qui est en tout cas un peu plus propre, puisque moins de chlore, moins d'autres, on va dire, comment on pourrait dire ça, Elle a été filtrée. voilà, elle a été Ouais. filtrée, mais avec moins d'agents nocifs pour le corps que les eaux du réseau utilisent pour nettoyer l'eau. Et donc, là, vous me voyez venir, c'est-à-dire que une eau vivante, et ça va certainement t'intéresser, mon cher Maxence, une eau vivante, c'est-à-dire donc informée, mais sans rentrer trop dans les détails de l'information, mais et donc une eau bien plus, bien plus énergétique, et bien, et en termes, Information naturelle, quoi. et voilà, et en termes d'énergie. Donc, est-ce que, Marc, tout en restant terre à terre, bien sûr, est-ce que c'est aussi une piste au niveau de l'hydratation et la déshydratation sur cet aspect-là? Parce que quand on pense à l'eau, on pense à l'eau liquide, mais ce côté, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer Bien sûr qu'on peut explorer, mais je pense que si on est vraiment déshydraté, il faut boire de l'eau, quel que soit qu'elle soit dynamisée ou pas, on s'en fiche. Je ne crois pas qu'il faut relativiser le débat. Si on est hydraté correctement, c'est là où se pose la question de la qualité d'eau qu'on boit. Mais pour être plus précis dans ma question, ça serait plutôt, est-ce que finalement l'information vivante qu'il y a dans une eau prise à la source, comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient l'habitude de boire, et d'ailleurs on remarque qu'à une certaine époque, peut-être même que de vos parents d'ailleurs, hein, pour certains, pour moi, pour mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents qui prenaient l'eau du village, hein, il y avait un puits au milieu d'un village, donc qui était quand même de l'eau vivante. La particularité de ces gens-là, c'est qu'ils tombaient beaucoup moins malades que nous Oui, tombons mais aujourd'hui. en même temps, tout ça, c'est des hypothèses. Parce que tu peux Mais aussi dire, j'entends bien que c'est des hypothèses. à une certaine époque ou dans un certain contexte, tu as aussi beaucoup plus de maladies qui sont propagées par l'eau. Oui. Bah, après, là, on rentre dans un. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, l'eau est très complexe et on croit avoir tout fixé comme variable et puis on voit qu'il y en a 100 qui sont laissés en fait libres. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention avec les généralisations et que moi je préconise une expérience personnelle. Chacun doit prendre sa position par rapport à l'eau, est-ce qu'il doit boire, est-ce qu'il ne doit pas boire. Comme le disait Yann tout à l'heure, il y a des gens qui vivent très bien en buvant, en se contentant finalement de l'alimentation. Et il faut y en a l'entendre. d'autres qui ne peuvent pas se passer de leurs 2 litres par jour. C'est à chacun de prendre ses responsabilités et de décider quelle est son attitude face à l'eau. Oui, mais Là, tu nous fais un manifeste pour l'hydratation des consciences. Si on veut. Mais c'était pas mon propos, hein. Mon propos n'était pas par rapport à ça, ça c'est clair, on y reviendra pour conclure par rapport à ça. Moi c'était plutôt parce que la discussion portait sur, finalement, en suivant Maxence, c'était qu'est-ce qu'une hydratation et qu'est-ce qu'une déshydratation, voilà. Donc comme c'est pas précis, c'était plutôt dans ce sens-là, c'était pour aborder l'aspect énergétique de l'eau, et est-ce qu'on pourra aller aussi de ce côté-là pour déterminer qu'est-ce qu'une hydratation et qu'est-ce qu'une déshydratation. Voilà, c'était juste à partir de ça que je voulais parler, mais pas en fonction de... Là, tu rends le problème encore plus complexe. Ouais. Non, mais déjà, sans parler du problème de l'énergie de l'eau, c'est déjà extrêmement compliqué. Tu te rends compte, si tu rajoutes une couche supplémentaire. Oui. Je disais, il y a une symbolique de l'eau. Si tu es dans la nature, que tu bois l'eau des torrents et tout. Ouais, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que c'est l'eau en elle-même ou l'image que tu as dans ta tête
Et est-ce que la randonnée est un facteur d'hydratation ou de déshydratation? Moi, j'aime bien citer le cas des oiseaux migrateurs. Ce sont des petites bêtes intéressantes, puisqu'ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans boire. Mhm. Comment ils font? Parce que quand on est en altitude, on se déshydrate. Ouais. Ouais. Et ben, ils fonctionnent sur l'eau de leur métabolisme. Ça a été démontré scientifiquement. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très très difficile. Non mais Marc, je ne fais pas une généralité par rapport à mon cas. C'est juste que je voulais porter l'attention sur l'énergétique de l'eau. Voilà, simplement par l'exemple des eaux en bouteille. On en parle depuis le début, et c'est quelque chose. Ça illustre les inconnus, quoi. Hein. Voilà, Ouais. ce n'était que d'apporter par rapport à tout ce qui était en train de dire. Yann. Oui, moi je rajouterais à ça que je ne perds jamais de vue le fait que le premier contact qu'on va avoir avec l'eau, c'est un contact organoleptique. C'est-à-dire C'est-à-dire. que moi j'en viens à prendre un peu plus conscience et à faire prendre conscience aux gens de boire de l'eau comme s'ils buvaient du vin. Oui. Et là, on a des réactions extrêmement différentes que j'ai toujours trouvées passionnantes. On goûte différentes eaux sans forcément indiquer la provenance aux gens. Et là, on va entendre, ah, celle-là, elle est agréable en bouche, elle est même longue en bouche, elle coule lentement. D'autres, ah non, celle-là, elle est lourde, elle m'hydrate pas, ou alors à l'inverse, donc une autre eau qui Attention, est... est-ce qu'on hydrate ou on désaltère? C'est pas la même chose. Ah, Oui. ça, l'allégation, elle n'a pas couvert ça. Exact, exact. Il y a des gens qui vont préférer des eaux plates, d'autres des eaux gazeuses. Des gens qui se contentent, tant pis pour leur rein quand même, de boire des eaux très minéralisées. Alors je me dis, est-ce qu'ils ont certaines carences minérales pour boire, pour apprécier des eaux aussi salées que ça? Voilà. D'autres gens, enfin surtout dans le monde de la bio, qui ne jurent que par la pureté de certaines marques de bouteilles, par exemple. Hein. Voilà. Et puis ça c'est sur l'aspect organoleptique qualitatif. Et comme je vois toujours le quantitatif et le qualitatif sur l'aspect culturel aussi, ou sur la quantité d'eau qu'il faudrait boire, je me dis, après tout, un Esquimau ne boit pas 2 litres d'eau par jour. Un Bédouin n'en boit peut-être pas forcément 2 litres non plus. Mhm. Voilà. Bah, on peut comprendre aussi qu'il y ait ce boire 2 litres par jour pour juste dans une démarche commerciale, hein, tout simplement. Hein. Après tout, après une consommation. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là sur Marc. Là. Est-ce que tu peux simplement nous préciser, moi je ne sais pas, quelle est la différence entre hydraté et désaltéré? Bah, la sensation de soif Ah, d'accord. arrive quand on a un déséquilibre de sodium dans les fluides corporels. Ouais. Donc la quantité de sel devient trop importante, donc ça déclenche la sensation de soif. Mhm. Et ça va très très vite, hein, c'est-à-dire qu'une toute petite faible variation de la concentration en sodium suffit à déclencher la sensation. Mhm. Et à ce moment-là, on se désaltère, c'est-à-dire qu'on boit de l'eau et ça calme cette sensation de soif. Après, est-ce que cette eau va hydrater ou va passer dans le rein et dans la vessie? Ça, c'est un autre problème. Parce qu'il faut voir que le système de l'eau à l'intérieur du corps est couplé à beaucoup de choses. Il y a le rein, il y a les poumons, il y a le cœur, il y a les intestins. Les émonctoires, quoi. Oui, donc tout ça, c'est géré. Le moindre déséquilibre va déclencher la soif ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment distinguer. Quand quelqu'un dit « Ah, cette eau m'hydrate », je pense plutôt qu'il dit « Elle me désaltère ». Oui, oui. Yann? En n'oubliant jamais, parce que on sépare un peu artificiellement, ça fait partie pour moi, des légendes urbaines, comme l'eau pure. Hein. On sépare toujours l'eau des aliments. Mais ne boire que de l'eau, non, on boit de l'eau et des sels. Oui, puis Puisqu'on mange en même temps, enfin, puis la peau est un moyen aussi d'absorber de l'eau. Il y a aussi ça.
Quand on va prendre la douche, un bain, l'eau de l'atmosphère, il y a aussi tout ça. Ben oui, tout à fait. Et en tout cas, je rajouterais que dans les cours de physiologie sur les problèmes d'hydratation ou de déshydratation, intracellulaire ou extracellulaire, on a toujours l'eau et le sodium ensemble. Enfin, il est toujours question d'eau et de sodium, Oui. soit un déséquilibre associé d'eau et de sodium, soit un déséquilibre dissocié d'eau et de sodium. Et on a les 4 cas de figure: déshydratation extracellulaire, intracellulaire, ou hyperhydratation extracellulaire ou hyperhydratation intracellulaire. Mais on prend toujours l'eau et le sodium. Oui, ben, le sodium est là pour justement faire qu'on va boire de l'eau ou pas. Oui, exact. C'est la variation de concentration en Sodium sodium dans l'organisme qui dans le sang. déclenche la sensation de soif. Moi, je peux conseiller une marque. Henri. Oui, ben, Henri. La marque Henri. J'allais le faire. Ouais. Alors écoutez, parce que là, j'essaie de conclure, mais je vais pas y arriver. Hein. Alors, on va diluer la conclusion. mais comment tu veux conclure Bah justement, sur cette polémique? Monsieur Henri, justement, je ne vais pas conclure. On va juste dire le mot de la fin. Voilà, c'est juste ça. On va juste dire le mot de la fin. Est-ce que vous avez des actualités à partager, chacun de votre côté? Maxence, qu'est-ce que tu aurais à nous dire en mot de la fin? Est-ce que tu es sur un projet de livre? Est-ce que tu es là dans ton reportage? Enfin, dis-nous ce que ce que tu voudrais. Ce que tu as dans les tuyaux. Non, mais tout simplement, quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, il y a beaucoup de choses actuellement. Donc, en fait, il y a deux gros dossiers sur lesquels je travaille actuellement. C'est sur la contamination radioactive de l'eau, justement, c'est-à-dire les substances radioactives qui sont présentes dans l'eau. Tout d'abord, parce qu'il y a un texte européen qui est en cours de discussion actuellement, et aussi parce que on arrive, Fukushima, c'était il y a 1 an, et les données qui viennent du Japon sont loin d'être bonnes, on s'en doutait, mais surtout, c'est quand même l'état de la contamination de l'eau, que ce soit l'eau douce ou l'eau salée, il y a des données, quoi. On a des ordres de grandeur sur ce qui se passe, et du coup, ça éclaire d'un jour nouveau une certaine catégorie du risque lié à l'accident nucléaire, qui est la contamination de l'eau avec des substances radioactives à l'intérieur. Donc ça, je bosse un peu là-dessus actuellement. Et l'autre chose sur laquelle je travaille, ça n'a rien à voir avec l'eau, quoique, c'est sur un ouvrage sur lequel je suis directeur de collection, qui concerne Lakhovsky, et qui va sortir la machine de Lakhovsky, ou en tout cas Georges Lakhovsky, et qui est donc une machine qui soignait, ou en tout cas qui a eu des effets sur la santé dans les années 1930. Donc je suis en train de relire et de faire ce qu'on appelle un editing sur le texte de Brigitte Bouteiller, qui est l'auteur de cet ouvrage, qui sortira donc fin février, début mars. Merci. Et puis, grâce à toi, eh bien, je peux profiter de l'occasion pour dire que ça sera le sujet du mois de février. Ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire l'eau et la radioactivité. D'accord. Donc, la radioactivité dans l'eau, quoi. Voilà, la radioactivité dans l'eau. Donc, j'espère que tu ne travailles pas un petit peu dessus, mais que tu travailles beaucoup dessus. Comme ça, pour le prochain podcast, tu vas nous apporter un tas d'informations concernant la radioactivité dans l'eau. À suivre. À suivre, voilà. Merci, mon cher Maxence. Yann? L'actualité, donc ce qu'il y a dans les tuyaux. On va terminer par Marc. Si toi tu vas, oui, on va terminer par. Excuse-moi, on va aller du côté de Strasbourg. Et, Marc, est-ce que tu as quelque chose toi en ce moment sur le gaz. C'est l'Eurovision ton truc. C'est l'Eurovision, ouais. Ça sent le gaz, mon truc. Mais non. Moi, en tant que scientifique, je continue à lire la presse spécialisée. Donc sur l'eau, il y a des tas de choses qui sortent régulièrement. Il y a pas mal de choses qui sortent sur ce qu'on appelle l'eau encapsulée, c'est-à-dire l'eau dans des petites structures, que fait l'eau en milieu confiné, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans le milieu intracellulaire. Mm-hmm. Et je travaille beaucoup mes formations, l'eau dans la cellule, parce que le but à terme, c'est de sortir un livre avec tout ça. Alors évidemment, oui, vas-y, excuse-moi Marc, vas-y. Et donc, chaque fois que je refais une formation, j'améliore l'ouvrage pour le rendre plus clair, plus compréhensible.
Et donc, c'est toujours un travail de collection d'articles et puis de bien digérer tout ça pour que ça soit le plus clair possible pour la grande majorité de personnes. Voilà, donc on tiendra, toi tu fais des formations pour tout le monde, hein, pour tout public? Non, c'est plutôt orienté vers les gens qui sont soit médecins, qui veulent plus s'intéresser au statut de l'eau dans la cellule, soit dans ce qu'on appelle les thérapies quantiques, c'est-à-dire le rôle que peut avoir la mécanique quantique pour expliquer certaines guérisons ou carrément soigner avec des techniques quantiques. Donc on trouvera toutes les informations concernant les formations de Marc sur le site naturefilm.com au-séance-e-live. Et enfin, notre Yann National. Alors, tes actualités du moment? Alors rapidement, la bouteille est plutôt assez pleine. On prépare avec Rodolphe et Marc Rennes en osmose, qui sera une osmose inverse, qui sera une journée artistico-scientifique sur l'eau, tout à fait originale et innovante, prévue le 28 avril, bien sûr, Donc, à vos agendas, à Rennes, voilà, de 15h30 à 22h. à 22h. Voilà. Bon, avec de l'information sous l'égide de Rodolphe que vous aurez maintenant assez vite, je pense. Deuxième chose, préparation d'un guide de l'eau alimentaire dans lequel Maxence n'est pas tout à fait étranger. Troisième chose. J'ai l'impression qu'il y a des intérêts croisés dans ce podcast, hein. Ouais. Ah, le lobbying, nous on s'y met aussi, hein. Et puis création aussi en cours d'un CRIO, comme on a la CRIRAD, le CRIGEN, le CRIREM, que Maxence connaît bien. Voilà, nous on se dit qu'il est temps d'essayer de modifier les choses sur le regard et les normes concernant l'eau du réseau. Voilà. Et je m'arrêterai là. Eh bien, merci à tous les trois. Maxence, je t'entends plus? Oui, Ah, d'accord. tout simplement. Ah, bah génial, superbe. Maxence, merci beaucoup pour t'avoir. Enfin, quand je te dis merci à toi, je dis merci aussi à Marc du côté de Strasbourg. Et puis à Yann, donc pour nous avoir, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à des questions que certaines personnes se posaient par rapport à l'hydratation, par rapport à l'eau. On va pas y revenir parce que c'est pas tranché, voilà. Donc en gros, c'est à vous de trancher. Ça serait ça la conclusion. Par vos propres expériences personnelles et en fonction de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire. Bref, on va conclure de cette manière-là. Encore merci, encore merci à tous les trois. Et puis, Au prochain. Eh bien, le prochain aura, puisque ça sera un rendez-vous mensuel, c'est pour ça que ça s'appelle Océan Sea Live mensuel. Et comme vous l'avez compris tout à l'heure, eh bien, ça sera sur le sujet de la radioactivité dans l'eau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée si vous nous regardez le jour, ou une bonne soirée si vous nous regardez la soirée. Et au mois prochain, au revoir, à bientôt, Ouais. bye. Bye bye. Bono. Ciao.